Avant de commencer, je remercie la librairie Chan qui, ça fait déjà un moment, avec qui on construit peu à peu une tradition avec les éditions Stylus. Pas uniquement, Chan ne reçoit pas uniquement Stylus, mais je crois qu'avec Stylus, il y a un lien spécial qui s'est noué depuis des années. Donc je remercie. Je remercie vous tous d'être venus et donc on va procéder comme ça. Tout d'abord Tatiana Pitavi qui est à mon côté qui va parler. On attend Jean-Jacques Goreau qui va pas trop tarder. Ensuite, je suppose, en fonction de ce qu'ils vont dire, je vais intervenir moi. Et puis, évidemment, vous êtes libre d'intervenir, poser des questions, objections et contradictions à ce qui va être dit. Donc je commence par te présenter. Tatiana Pitavi, elle est psychanalyste à Paris, depuis très longtemps à Paris, mais pas depuis sa naissance, puisqu'elle vient de Bahia, Brésil, et elle est membre de l'association Lacanienne Internationale, membre du bureau de l'association Lacanienne Internationale. Elle travaille beaucoup sur la question de la topologie chez Lacan. Et donc, je te laisse la parole. Très bien. Allez, Louise, je te remercie aussi pour l'invitation. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour discuter autour de ton livre. Peut-être un peu plus fort, non ? Ok. La clinique du cas par cas en psychanalyse. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette clinique du cas, qui te différencie du cas clinique, comme dans un tour de passe-passe pour nous amener ailleurs. C'est un joli parcours que tu nous proposes, tu écris et tu passes, telle une passe. Nous entendons ici ce qui pour la psychanalyse est essentiel, à savoir ce qu'il y a de plus singulier dans la clinique du cas, ce qui dans notre pratique fait, autrement dit, fait réel. Et comme nous le savons, les réels en psychanalyse ne s'attrapent pas facilement. Je crois qu'il est là l'enjeu de ton livre, une tentative de l'attraper juste. Et comment tu réussis ton propre pari ? Par l'écriture, certes, mais pas seulement. Il me semble que tu nous racontes ici une traversée. Tu nous racontes comment tu opères dans la clinique du cas, ton attrapé juste, que je rappelle est un terme de Lacan à propos du discours de l'analyste et de ce qui en est sa cause, l'objet petita. Tu nous parles donc ici à partir de ton propre désir d'analyste. Sans trop de difficultés, nous pouvons lire à la place de la clinique du cas, l'éthique du cas. Avec cette double entrée, côté sujet, l'éthique du cas renvoie à ce qui lui est propre, à ce qu'il a de plus singulier, autrement dit sa jouissance, et côté analyste, cela indique que le psychanalyste doit veiller aux effets de sa pratique, veiller à que les cas viennent s'écrire selon l'éthique de la psychanalyse, autrement dit à partir du désir de l'analyste. Donc tu avances une clinique qui s'écrit à deux, je dirais même à trois, dans un pas de danse où la demande de l'un met à l'épreuve le désir de l'autre et vice-versa. Tu parcours l'œuvre de Lacan à la lettre pour nous rappeler que l'enseignement de Lacan était une chose vivante, vibrante et ouverte. Lacan ne s'encombrait pas du paradoxe et du changement des points de vue, et la clinique du cas, telle que tu nous les exposes, garde ces principes-là et tu ajoutes à cela l'effet de surprise. Tu fais place à l'inattendu. Clinique du cas contingente. Si j'ai bien compris, la clinique du cas n'est pas un déjà là, un déjà écrit en attente de lecture, de décryptage. Or, il me semble qu'elle est l'écriture même, elle est ce qui est en train de s'écrire
dans l'espace-temps de la cure et du transfert. J'ai beaucoup aimé ta façon de reprendre certains paradigmes lacaniens, à chaque fois privilégiant une lecture logique et chronologique de son œuvre, sans céder à ce qui serait une pure interprétation ou élucubration de la théorie. Disons qu'avec toi, on peut lire Lacan. C'est agréable l'effort que tu fais de prendre en compte les lecteurs. On entend que tu veux nous dire quelque chose, alors on penche l'oreille. Une clinique du cas qui ne se contente pas de l'universel, ni même du particulier, son point de départ et d'arrivée est le même, les singuliers, l'estime d'une cure. Ce qui fait qu'un sujet ne serait jamais réduit à un autre sujet, ni même insignifiant, encore moins à une structure clinique. Tu nous proposes un au-delà du symbolique en passant par lui, bien entendu. Je te cite page 81. La clinique des signifiants n'est pas suffisante pour approcher ce qu'est la clinique du cas. La clinique des signifiants, c'est la clinique du sujet. Celle-ci ne nous dit en rien quel est le rapport que ce sujet a à la jouissance. Un fil rouge dans ton livre. Tu avances vers cet au-delà du symbolique par les réels de la jouissance, par les réels du corps, pourrait-on dire, événement de corps. Il faut un corps pour jouir, ou un corps pour se jouir. Cela vient contredire cette critique que la psychanalyse n'opère pas sur le corps, comme s'il s'agissait d'un exercice purement intellectuel, un bavardage parmi d'autres. Or, les mots ne cessent de s'incorporer, de s'incarner, de s'immiscer dans les corps, et c'est dans ces effets des corps qu'on réalise ce que parler veut dire. Du fantasme particulier au symptôme singulier, c'est un des chapitres de ton livre. Tu écris « Lacan les formule de manière très nette d'un autre à l'autre, où il pose que le grand autre est troué. Cette idée est corrélative à l'idée du manque d'un signifiant dans l'autre. Ainsi, il pose que l'objet petit a est trou. C'est dans ce contexte que Lacan introduit l'idée de l'informe, soit ce qui donne forme, qui donne un relief, et aussi ce qui emprunte la forme. En effet, Lacan pose que la jouissance n'est pas informe. Comme il dit plus tard dans ses séminaires, l'informe du grand A, à savoir ces petits A qui trouvent l'autre, les grands autres, petit A, c'est le sujet lui-même. Fin de citation. Les petits A, l'objet petit A, c'est le sujet lui-même, lieu du trou, du manque dans l'autre, S des grands A barrés. Cela indique la place objectale que le sujet prend dans les fantasmes, notamment dans la matrice du fantasme fondamental, un enfant est battu. La place du sujet étant celle d'aller jusqu'à se faire battre, de l'impenser par les temps qui courent, comment ça, on peut aller jusqu'à se faire battre. Voici une vérité que la clinique du cas dévoile et que nous ne sommes pas tous prêts à entendre ou même à accepter, à savoir notre masochisme structural. Eh bien, aujourd'hui, il faut trouver les méchants, les bourreaux, et nous ne sommes pour rien, l'enfant battu jusqu'au bout. Je rappelle cette assertion lacanienne que de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, y compris de notre inconscient. Tu dédies tout un chapitre de ton livre à la clinique du cas dans la psychose. Là aussi, la question s'y pose. Le fou est-il toujours responsable de sa folie et de ses actes, voire de ses passages à l'acte? Ce ne sont pas des questions faciles à répondre, mais dans ton livre, tu fais place au sujet, au fantasme et au désir dans la psychose. Tu demandes qu'est-ce qu'on peut attendre de la fin de cure du sujet psychotique. Et tu réponds qu'il puisse acquérir une espèce de distance. Laquelle?
Tu rappelles l'axe du séminaire, l'éthique de la psychanalyse. Avez-vous agi conformément aux désirs qui vous habitent? Demande Lacan. Éthique de ne pas céder sur son désir, si et seulement si vous en êtes les responsables pour votre meilleur et votre pire. Cela étant valable pour tout type de sujet. Je reviens. Les petits tas, c'est le sujet lui-même, c'est un passage capital pour saisir les développements que tu ferais dans les 2 derniers chapitres de ton livre. Les symptômes des fins, ici servi de sa singularité. Tu cites Lacan. La valeur de la psychanalyse, c'est d'opérer sur les fantasmes. Page 138. Si la psychanalyse prend de sa valeur à opérer sur les fantasmes, c'est parce que ce qu'on peut attendre de la fin de la clinique du cas, c'est qu'un choix de jouissance revienne à la responsabilité du sujet. Je te cite. La clinique du sujet est une clinique du désir. Elle vise son élucidation. La clinique du cas suppose la clinique de la modalité particulière de s'arranger avec la jouissance. Fin de citation. À partir de là, on peut dire que la fin d'une cure ne se limite pas à en savoir y faire avec son symptôme, qui nous laisserait en quelque sorte toujours enchaînés au un du père, symptôme et père étant ici équivalents, mais tu dis avec Lacan qu'il s'agit de s'arranger avec la jouissance. Cela implique, c'est pas de plus, cette perversion des fins. Allez, encore un effort si vous voulez bien, qui consisterait à faire ces choix éthiques d'une modalité particulière de jouir, que tu appelles l'effet analytique des corps. Ton terme est très juste, un acte de conclure qui vise à savoir s'y prendre avec la sexualité, dit Lacan dans les moments de conclure, un savoir s'y prendre avec son corps, son propre corps. C'est ce qui s'invente des mieux pour chaque sujet comme réponse dans une analyse. Tu l'énonces ainsi, la norme de la psychanalyse, L'(A)norme. Je ne peux qu'être d'accord, mais il me semble, et tu me diras, que pour en arriver là, à savoir s'y prendre avec la sexualité, il faut pouvoir s'en passer du père, ce qui n'est pas le cas de nombreuses fins de cure. Puis posons-nous la question, est-ce qu'on sort avec les mêmes corps que quand on rentre en analyse? L'effet analytique de corps. Tu nous laisses entendre que le cas en psychanalyse n'est pas l'analysant, ni l'analyste, ni même la cure, l'anamnèse, ou encore les dits de l'analysant, mais qu'il s'agit d'un nouage de tous ces éléments-là réunis, articulés à la fois. À ça aussi, j'étais sensible à tes références topologiques, nodales, de la clinique du cas. La clinique du cas, telle que je l'ai entendue, n'est pas un processus, un déroulé, mais une mise en acte du transfert et de ses effets. Or, les transferts accouplés au désir du psychanalyste réveillent les noyaux sujets qu'éveillent. Comment chacun viendrait répondre à sa propre demande, à sa propre énigme, à son propre mystère. Réponse en acte de dire. Tu soulèves la question de la transmission, si complexe et difficile dans notre discipline. La clinique du cas fraye la voie. Un savoir se dégage et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Comment transmettre ces savoirs? Comment s'y transmettre une expérience, un savoir y faire? Cela n'est pas à portée de toutes les analystes et pourquoi? Tu nous rappelles aussi la procédure de la passe en faisant une correspondance entre
Clinique du cas, transmission, pas si mot d'esprit. J'aurais bien aimé t'écouter davantage sur ces sujets. Lacan partait toujours du réel de sa clinique, de sa pratique, pour interroger la théorie, pour la rectifier si nécessaire. Tout au long de ton livre, tu nous montres comment tu opères, où tu te places dans ton désir d'analyste. Ton enthousiasme épatant, si servi de sa singularité, tu y es. La singularité, comment savoir y faire de chaque un et une, avec la langue, avec les corps, avec les réels. À partir de là, les sujets, c'est lui qui répond à cela, qui est joui et qui jouit par la position qu'il y prend dans ses montages fantasmatiques, singuliers et pluriels. Face au pas-être existentiel, les singuliers est à situer à un détail près. Les fantasmes l'exigent. Autant dire que j'ai beaucoup apprécié ton livre et ta lecture singulière de la clinique du cas en psychanalyse. Il y a néanmoins une question qui m'est restée, comme un point de désaccord peut-être. Ou peut-être que je n'ai pas... Il y a un seul, ça va. Ça va. En tout cas, c'est celui-là qui m'est resté. Alors, tu avances que l'analyste, quand il opère, qu'il donne congé à son inconscient, qu'il est désabonné de l'inconscient. C'est une formule que Lacan attribue à Joyce, quant à ce qu'a été pour Joyce sa carence paternelle. Freud, de son côté, parle d'abnégation moïque pour les psychanalystes. Oui, on laisse notre moi dans les porte-manteaux à l'entrée du cabinet. Mais l'inconscient de l'analyste, il me semble qu'il est au travail, au service de l'analyse, certes. Mais ça travaille toujours côté analyste. Le désir de l'analyste n'est pas un désir pur, purifié. C'est lui qui oriente la clinique du cas. Et tout cela nous fait interroger la neutralité de l'analyste. Voici ce que ton livre m'a inspiré. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ouais. Donc, je passe la parole tout de suite à Jean-Jacques Gorog, éminent analyste lacanien installé à Paris. Bon, alors, je voudrais d'abord souligner l'effort qui consiste à déployer une question et de s'y tenir, si j'ose, envers et contre tout, du début à la fin, du début du livre à la fin, du début de l'analyse jusqu'à sa fin. Voilà. Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de points qui vaudraient d'être soulignés, débattus, etc. Mais je n'en aborderai que quelques-uns. C'est limité. Alors, donc l'accent est mis sur ce qui distingue tout au long le particulier du singulier. Dans notre champ, parce que c'est un thème philosophique très répandu, mais dans notre champ, à partir d'un mot qui lui sert d'appui, le cas. C'est ainsi que ce qui distingue un diagnostic de structure et un cas, c'est-à-dire le cas auquel on a affaire, est une question absolument essentielle que ce livre aborde d'emblée et de front, et qui s'y tient, je répète. Alors, la différence entre le particulier et le singulier a le mérite d'être précise. Je dois dire une différence qui, pour ma part, n'était pas très claire. Donc, la voilà nettement articulée entre le particulier au sein d'un tout, le symptôme, son articulation symbolique, d'un côté, et le singulier, qui est tout seul et incarné, ce qui est hétérogène ou signifiant, c'est le singulier, on nous dit la jouissance opaque. Donc, voilà le fil. Alors, comme j'ai un dada en ce moment, c'est le grand texte de Lacan de mise en question du psychanalyste dans Redivivus. Donc,
c'est comme j'ai un peu travaillé ça, pas dire beaucoup. Donc, je crois qu'il figure bien ce qui est décrit ici à partir du être quelqu'un, avec la référence donc à radiophonie. Alors, être quelqu'un, je trouve que ça s'articule très bien à propos de Socrate, c'est pour ça que je parle de mise en question du psychanalyste, où on trouve qu'être quelqu'un, c'est s'identifier à Socrate, mais de la bonne façon, le Socrate qui ne recule pas devant la mort. C'est ça. Alors donc là, je trouve que l'idée du être quelqu'un prend chez Lacan beaucoup de formes. Voilà, prend chez Lacan beaucoup de formes, mais enfin, il y a aussi celle-là. Pas ne figure pas dans le livre, mais le être quelqu'un figure à la page 26 pour être précis. Alors, la transmission des cas devient un problème épineux puisque le cas est unique par définition et que sa transmission ne pourra servir pour d'autres cas. Et c'est bien ce que la passe tente, sinon de résoudre, du moins de poser. La passe pose ça. D'où aussi la limite des concepts devant le cas qui commande leur usage. C'est-à-dire, on met la pédale douce sur le concept, devant le cas. Bien. C'est ainsi que le cas a un effet antidoxa. Un effet antidoxa, c'est sans doute une des raisons essentielles pour lesquelles, j'y reviens, Lacan a repris de si près le cas de Pearl King, n'est-ce pas, parce que c'est un cas de quelqu'un qui va contre la doxa. Et c'est le fait qu'elle va contre la doxa au moment où précisément Lacan est exclu de l'IPA, parce que c'est juste à cette époque-là, c'est en 63, donc qui lui vaut l'admiration de Lacan pour cette Pearl King. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Je note aussi dans un débat très compliqué sur lequel on se casse souvent les dents, l'écart, alors là je note que la démonstration est très claire, entre être sûr, c'est-à-dire ce qui relève, Louis le dit, de la conviction, et être certain qui relève de la démonstration. Alors c'est fort bien dit, et encore une fois, il y fait intervenir l'opposition du particulier de la démonstration certaine, Freud, qui l'oppose au singulier de la conviction dans laquelle l'analyste a sa part, et pour aller vite, donc, ce serait la position de Lacan. C'est un peu schématique comme distinction, on est bien d'accord, mais je crois que... Voilà. Alors, encore très précieux parmi tous les points qui sont comme ça dans ce fil, la particularité du diagnostic opposé au singulier du cas dans les séances préliminaires, qui aboutit à un mésusage du diagnostic qui ne dit pas la singularité du cas. J'ajoute pour ma part qu'une fois qu'on a dit psychose, on n'a pas dit grand-chose sur le cas lui-même. Donc c'est vraiment important de préciser ces points. Alors, j'ai une question un peu perfide sur l'interprétation et les discours. Il en faut bien. Le discours hystérique, donc, s'oppose au discours de l'analyste. Certes, à laquelle l'hystérique doit se ranger. Enfin, on lui prie de se ranger. Et de toute façon, on nous explique, lui s'explique très bien d'ailleurs, que l'hystérique doit se ranger et que tout le monde, l'obsessionnel aussi, doit se ranger
au discours de l'analyste. Mais maintenant, si l'interprétation est donnée comme un changement de discours, comment dès lors interpréter une fois qu'on est dans le discours de l'analyste? Si on reste dans le même discours. Bon, c'est une question. Bon. Alors, systématiquement donc, l'écart est fait entre symbolique et réel, entre structure et objet, on nous l'a expliqué là tout à l'heure, soit si on suit Luys toujours, entre particulier et singulier. Et puis vient un chapitre important sur la psychose, je l'ai noté également, le sujet averti et l'interprétation dans la psychose. Alors, le sujet averti, Françoise Gorog, ici présente, insiste beaucoup sur la prudence des psychotiques, en prenant les exemples de Joyce et de Kierkegaard. Le sujet étant averti plus ou moins de ce qu'il risque. Je parle du sujet psychotique, averti de ce qu'il risque. Alors ici, il s'agit de ça, mais aussi de l'analyste averti, de son désir averti. Et je renvoie une fois de plus au cas de Pearl King, où, disons, sa paralysie devant le cas aurait dû la prévenir, aurait dû l'avertir. Je prends ça comme un exemple que Lacan reprend minutieusement pour justement étudier ça. C'est-à-dire le désir averti de l'analyste. Il appelle ça son gégère inconscient, voilà, qui aurait dû l'avertir, qu'il s'agissait d'autre chose. Donc, et d'ailleurs, on trouve un peu plus loin l'idée de l'analyste hypnotisé, que tu évoques à un autre moment. Alors, mais tout dépend, en effet, de ce qu'on conçoit comme interprétation. Et alors là, dans Redivivus, toujours, il est très clair, il y a à interpréter dans la psychose aussi bien que dans la névrose. Là-dessus, il est catégorique dans ce texte, et peut-être là plus qu'ailleurs. C'est pour ça que je le cite, donc voilà. Alors, je fais vite sur la suite. Donc, il y a un hommage à la naïveté, un hommage à la clinique du détail. Louis est très férencien sur ce chapitre, à juste titre. Ferenczi a beaucoup insisté sur le détail, sur la forme, etc. Donc, que tu reprends. Bon. La suite accentue le poids de la jouissance à propos du cas, mais ne néglige pas donc le désir dans la psychose. Alors, très, très intéressant aussi, c'est la différence entre verbalisation et symbolisation chez l'enfant. Je trouvais ça très, très juste autour de ce qui Louis appelle la non-fonction de petit a. C'est une différence qui vaut d'être précisée et qui est très utile concrètement. Page 94. Alors, une autre question. Quelle relation entre la coupure et l'interprétation comme interprétation du transfert? C'est aussi une question importante. On peut se poser la question, pourquoi? Parce que réduire le transfert, c'est-à-dire très exactement interpréter le transfert, c'est le réduire, n'est-ce pas? C'est un élément de cette coupure ou de cet arrêt de la séance pour atteindre l'être du sujet. À vrai dire, je ne crois pas que ce soit une objection ici, c'est-à-dire dans ce que tu développes là-dessus. Alors, une autre question, puisqu'il est évoqué le désir impur et l'imposture, l'imposture n'est-elle pas nécessaire au désir de l'analyste? C'est une question que je te pose. Mais elle est intrinsèque à la position. Alors, passer du nom du Père au Père qui nomme est dit à ce moment. Donc c'est une thèse importante. Et ce que je fais remarquer, c'est que
mais je ne crois pas que tu ne seras pas d'accord avec ça, n'est-ce pas inscrit depuis le début? Puisque le symptôme est une faille nécessaire. C'est un raté dans la métaphore paternelle. Et c'est donné depuis le début. Donc, je trouve que c'est un raté dans la métaphore du nom du père, y compris pour le névrosé. Forcément. Bon. Alors, j'ai beaucoup apprécié les approches de la science, de la religion, de la croyance à propos de Joyce, et donc je ne peux tout commenter. Prenons ceci. Hérésie et choix, puisque c'est en effet l'étymologie de hérésie. Hein? Hérésie, c'est le choix. Alors, s'agit-il d'un choix forcé? C'est un petit peu la question que tu poses et tu déploies. La lecture de cette phrase ô combien importante qui prend en compte Dieu et sa place pour Joyce, sans passer à condition de s'en servir, hein, peut-on se passer du nom du Père à condition de s'en servir? Voilà. L'embrayage se fait sur la question de l'athée, de l'autre qui est Dieu, et donc dans quelle mesure faut-il ou croit-on encore à son inconscient? Alors, juste encore une autre pirouette. La question de l'hypothèse que la science veut résoudre pour un savoir complété, qui est développé, donc, page 158. Alors, ne vient-elle pas dans la suite du débat Descartes contre Newton? Je pense que c'est sous-entendu, mais que ça ne figure pas. Donc le débat qui a vu la victoire de Newton, enfin, du point de vue de Lacan, avec son hypothesis non fingo. Je ne fais pas d'hypothèse. Vous savez, il s'agissait de répondre à la question qui revient sans cesse chez Lacan, pourquoi les corps s'attirent, hein? Alors Newton, il a bien donné la formule mathématique, mais à la question de pourquoi il s'attire, il a répondu, n'est-ce pas? Il laisse la liberté à Dieu éventuellement d'y répondre. Il n'y répond pas. Et donc, on a ici une science décomplétée. Et c'est là où je pense qu'en effet, du point de vue du cas, en effet, il n'y a pas à faire d'hypothèse quant au réel. Et c'est là où je trouve que cette formule et tout un développement que tu fais sur la science et la religion va dans ce sens. Et puis aussi, une petite question comme ça, la différence, y croire et la croire dans RSI, est-ce qu'il faut la limiter à la femme? Bon, en tout cas, voilà, c'est parti. je vous remercie beaucoup parce que je suis surpris de voir que ça a pu donner deux lectures qui ne sont pas hétérogènes, mais que ça ouvre à tant de questions. Donc, je suis ravi si ça a produit ça. Maintenant, évidemment, on ne va pas avoir la prétention de répondre à tout ça. Parce qu'il y aurait de quoi discuter. Chaque point, ça mérite un long développement sur lequel vous-même, vous avez des idées. Donc, ça entraînerait un dialogue. Et puis, les gens qui sont ici aussi, ils auraient des choses à apporter. Simplement, quelques points. Peut-être les points qui sont restés comme au moins assurés pour toi, et puis un peu les questions qu'évoque Jean-Jacques, un peu pour les souligner, éventuellement pour les reprendre. La question du cas et la passe. Pas tout le monde qui est ici sait qu'est-ce que c'est la passe. Oui, pour ça, j'ai pas... Donc, pour résumer en 3 mots, c'est un dispositif dans lequel on témoigne dans les associations analytiques sur comment est venu pour quelqu'un le désir d'être analyste. Donc c'est un dispositif dans lequel quelqu'un témoigne parce qu'il a la certitude, c'est pas qu'il a le savoir, il suppose qu'il a la certitude
dès que ça lui est venu, ce désir. Et puis, le dispositif consiste à qu'il y ait deux personnes qui l'entendent, puis le transmettre à d'autres. Ce que tu évoquais avec la question du Witz, c'est que celui qui témoigne, c'est parce qu'il arrive à un point de satisfaction de l'opération analytique qui a produit un désir inédit, mais une satisfaction qui se partage. Donc le Witz, c'est pas juste le comique, c'est introduire un élément tiers qui fait que le résultat de ces témoignages a des effets à la fois pour ceux qui le reçoivent et sur les autres à qui on rapporte le témoignage. Donc on voit que la logique du cas, ça serait exemplaire, ce dispositif montre l'exemplarité de qu'est-ce qu'un cas. L'idée étant qu'un cas, contrairement à, on va le rappeler, contrairement à la médecine, ce n'est pas un cas, comme on dit, c'est un cas d'hépatite. Parmi toutes les hépatites, il y a quelqu'un qui a une hépatite, donc un cas d'hépatite. Le cas, ça concerne le singulier, mais pas le singulier philosophique, parce que le singulier, déjà Kant a en effet parlé du singulier, mais il parlait du singulier comme faisant partie d'un universel. L'idée de Lacan, c'est extraire le singulier comme ne faisant pas partie de l'universel. Donc forcément, ce témoignage dépasse est fait pour démontrer comment toute l'élaboration théorique qu'on a pu faire ne sert pas à expliquer un cas. Donc ça serait, disons, le cas d'exception qui mérite de dire on s'incline, celui-là a le désir de l'analyste, parce qu'il n'applique pas une doxa, il n'applique pas ce qu'il sait par ailleurs, ce qu'il parle, il parle de lui-même d'une manière que personne n'a parlé. Donc c'est ça la question de la singularité. Comment parler de soi d'une façon que personne n'a parlé jusque-là. Donc c'est pour ça que la psychanalyse c'est une pratique, c'est pas une science, c'est une pratique qui concerne la singularité de quelqu'un et puis la singularité de l'analyste. Et c'est frappant que très tôt, ça, on oppose Lacan du début, le Lacan de la fin. Là, je crois que tu vas être d'accord avec moi. Le Lacan du début, c'est quand il commence à dire la direction de la cure. Donc on est en 58. Il dit que l'analyste, il doit payer. Il doit payer avec des mots, il doit payer de sa personne, mais il doit payer de son jugement le plus intime. Qu'est-ce que c'est le jugement le plus intime? C'est une singularité. Parce que le jugement, chez Kant, c'est le jugement qui permet de ranger un cas singulier dans un universel. C'est la pratique des diagnostics des structures, ce qu'on fait. Quand on prend un sujet et on commence à dire, bon, il a ça, ça et ça, bon, c'est une névrose obsessionnelle. Ça, c'est un jugement, mais pas les jugements intimes. Ça, c'est un jugement auquel on pourrait arriver si on travaille bien avec l'intelligence artificielle, je crois. C'est-à-dire, on prend un certain nombre d'énoncés de quelqu'un, on trouve avec l'intelligence artificielle comment faire le classement de ce que quelqu'un dit, mais on arrive à un diagnostic. Donc ça, c'est un jugement. On juge quand on pose un diagnostic. On juge pas la personne, mais on fait un jugement, c'est-à-dire on dit avec ces symptômes, on le met dans un groupe. Le jugement le plus intime, Lacan ajoute, c'est si avec ces jugements, on mène une action, on mêle son action au point de toucher l'être du sujet. Donc là, on voit la conjonction entre le singulier de celui qui vient à l'analyse et le singulier de l'analyste. Donc il y a deux singuliers. Dans ce sens, c'est une pratique. Je crois que Lacan, il a fait ça. Il n'a pas essayé de combler les trous théoriques. C'est à partir des trous qui existent, à partir de là, à commencer à faire une élaboration. Et c'est qu'on devrait se soutenir de cette position pour parler des cas. Se soutenir de ce que finalement
la théorie ne peut pas rendre compte par rapport au cas, et en quoi le cas constitue une exception. Si on admet l'idée de la singularité, ça veut dire que chacun est une exception. C'est la question du symptôme. La question du symptôme, c'est la façon, d'ailleurs Lacan a dit le symptôme s'invente. Le symptôme s'invente, c'est comment chacun a inventé une solution à être dans le monde, à ce qui n'existe pas. Face à l'inexistence fondamentale, il y a une invention qui est nécessaire. Donc, la pratique du cas, c'est la pratique je trouve que c'est la pratique de l'exception. Et donc, à partir de ce moment-là, ça introduit la problématique de comment on transmet les exceptions. On ne peut pas la transmettre par la série, parce que la série, par définition, elle partage quelque chose en commun. L'exception, elle part du principe qu'il y a quelque chose qui s'exceptue. Donc, dans ce sens-là, j'ai évoqué la passe pour montrer en quoi ça serait le paradigme du cas, au sens où il y a une exception, mais qui fait exception aussi pour celui qui l'entend. Maintenant, par rapport à la question de l'interprétation et le discours, c'est tout un débat. Parce que quand on dit l'hystérique et le discours de l'analyste, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un consentement pour un sujet hystérique, comme pour un obsessionnel, pour rentrer dans le discours analytique. Mais, donc, c'est ça qu'on nomme l'analysant. On passe et on devient analysant si on consente à entrer dans un discours. Mais celui qui consente reste dans un discours, pas forcément le discours analytique. L'hystérique peut consentir et rester dans le discours du maître, peut consentir et être dans un discours universitaire, peut consentir et être un discours hystérique. Le discours analytique est du côté de l'analyste. Donc c'est pour ça que Lacan a mis l'objet petit a, l'agent, du côté de l'analyste, le sujet divisé du côté du sujet hystérique. Mais bon, c'est un autre débat. Mais, donc je crois qu'il n'y a pas de contradiction. L'interprétation, ça permet que le sujet ne reste pas dans un seul discours et qu'il puisse bouger entre le discours et que donc la cure évolue en passant d'un discours à l'autre à différents moments de la cure. La question que tu relèves sur la psychose, elle est fondamentale parce que on a tendance à dire qu'il ne faut pas interpréter le sujet psychotique. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les sujets psychotiques? Le sujet psychotique, alors on répand l'idée et il faut être secrétaire de l'aliéné, comme si c'était la plus grande merveille une fois qu'on a dit ça. Mais secrétaire de l'aliéné, c'est pas hyper compliqué à dire. C'est essayer de s'accommoder à ce que l'autre dit. On essaye d'être le plus souple possible à ce que l'autre dit. Mais je crois que si on soutient que la pratique lacanienne avec la psychose s'est réduite à ça, je crois que c'est pas une grande avancée. En tout cas, moi, je pense comme ça. Donc, je soutiens qu'il est possible d'interpréter. Et c'est vrai qu'il y a la question de que le sujet est averti, le sujet psychotique est averti. Je prenais le terme que Lacan utilise à 2 reprises, de le sujet il a une adivination de son inconscient. Il l'utilise pour Schreber, il l'utilise pour Joyce. Adivination de l'inconscient. Oui. Donc, l'adivination, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la clinique, il faut la repérer, cette adivination. C'est-à-dire que c'est lui qui est analyste d'un sujet psychotique, il faut qu'il repère pas seulement la logique du cas, mais quelle est la divination si on prend le cas aimé. Quand Lacan dit, pour le cas aimé, son délire est un paravent. Ça veut dire que la divination de son inconscient, c'est qu'il lui a fallu inventer un délire pour se protéger du passage à l'acte. Pas tout le monde a capté ça, que parfois un délire sert à éviter le passage à l'acte. Et donc, il y a une clinique qui est beaucoup plus sophistiquée que celle de se faire
le secrétaire de l'aliéné. Et donc, il y a des interprétations. Il y a des interprétations qui concernent le père dans la psychose, qui concernent la structure familiale. Et on confond souvent le père avec le nom du père, par exemple. C'est-à-dire comme si les psychotiques, ils ne pouvaient pas parler de leur père. Ils parlent de leur père comme tout le monde parle du père. Et toute la question, en effet, ce n'est pas le pousser à la rencontre à quelque chose qui n'est pas assumable en termes de ce qu'il doit mobiliser comme inédit. Donc, mais la question du père, la mère, la famille, tout ça, ce sont des choses interprétées, à circonscrire, à délimiter concernant la jouissance. C'est une clinique beaucoup plus riche que celle d'être silencieux à écouter ce que quelqu'un a apporté. Et la topologie, elle est géniale, justement, dans les cas des sujets psychotiques. Je veux dire, elle nous permet tout un tas d'opérations et des rabotages là-dedans qui est bienvenue. Oui, bien sûr. Même de permettre aux sujets psychotiques parfois de rectifier, je veux dire quelque chose justement de cette fonction père qui est manquante aux 40. On voit bien que le travail analytique permet parfois, je veux dire, effectivement, de venir instaurer quelque chose, ou même instaurer tout court quelque chose d'une fonction qui n'était pas là au départ. Bien sûr. Alors l'inconscient, pourquoi l'analyste désabonné? Ah oui, c'est un autre grand débat. Oui. Un autre grand débat. C'est-à-dire, je crois qu'on peut arriver à se mettre d'accord. Allons-y. Alors, quand je dis que finalement il y a la singularité des deux, je vais dans ta direction. Parce qu'il y a la singularité du sujet, la singularité de l'analyste. Quand j'évoque la question de il est requis que l'analyste avance avec son jugement le plus intime, le jugement le plus intime, c'est singulier. Forcément, le singulier le plus intime que moi je peux avoir, c'est pas forcément le même que le tien, pas le même que Jean-Jacques. Donc ça répond à l'idée, est-ce que c'est la même chose de faire une analyse avec l'un ou avec l'autre? La réponse est non. Parce que si à chaque fois il faut mobiliser les jugements les plus intimes, forcément il y a des différences. Tout à fait. Donc là on a des différences. Maintenant, est-ce que la différence, est-ce que ce jugement intime provient de l'inconscient ou est-ce que ça provient pas de l'inconscient? C'est ça le point des débats. Je pense que il est possible de faire en sorte qu'au moment où l'analyste opère, fasse en sorte que son inconscient n'interfère pas, qu'il n'utilise pas son inconscient comme guide, comme obstacle, et même pas qu'il se serve comme orientation. Mais bon, c'est peut-être... mais on ne discuter. choisit pas, c'est ça la question. C'est que ce qui est de l'ordre de l'inconscient, si on dit inconscient, c'est que c'est refoulé, on n'a pas accès, ni l'analyste, je veux dire, même un analyste averti. Comme il y a quelque chose là, ça se passe, parce que si on pense que l'analyste, c'est l'acte analytique qui est en place, l'acte, il part de ces lieux du refoulé. L'acte, il est sans sujet, mais est-ce qu'il est sans inconscient? Voilà. Ça, c'est un point à travailler. Oui. Bon, l'acte, comme tu dis, c'est sans sujet. Donc, en principe, l'inconscient reste dehors. Mais bon. Alors, il reste dehors. Oui. Justement, c'est bien la question du désir impur. Et même de l'imposture, que je dis. Qui est l'imposture la plus commune aussi, puisque, après tout, c'est plutôt commun, pour ne pas dire constant, les gens qui trouvent qu'ils ne sont pas à leur place. Bon, évidemment, on s'aperçoit que personne n'est à sa place.
Donc, disons voilà. Et là, l'histoire du désir impur, c'est quand même une question très importante. Lacan la prend à partir de Freud. Là, je trouvais, la prend à partir de Freud à cause de l'analyse de Freud. Hein. C'est ça. Donc, c'est la faute originale de la psychanalyse. Bon. Donc, ce désir impur, il faut bien dire, c'est pas parce qu'on a fait une analyse entre guillemets normale, on ne sait pas ce que c'est, qu'on échappe au désir impur. Alors, voilà, là on s'approche dans le débat. Est-ce que finalement, ce que tu évoques comme le désir impur de l'analyste, c'est que Tatiana appelle comme forcément il y a une part de l'inconscient? Moi, je l'appelle comme ça, il me semble l'avoir écrit, c'est le symptôme de l'analyste. Si tu veux. Ah, on est d'accord là-dessus. Ah oui, bien sûr. Il y a quelque chose du symptôme de l'analyste que forcément on ne peut pas exclure. Donc les désirs impurs, c'est le symptôme de l'analyste. Si tu veux, oui, ça je... C'est-à-dire, c'est ce qui fait que Très bien. On choisit un analyste pour certaines caractéristiques, certaines façons d'être, on perçoit quelque chose de son symptôme. Absolument, absolument. Oui, ça fait partie du symptôme. Je l'ai lu en une seule journée, hein. C'est vraiment comme un roman. Pas une journée de travail, non, j'espère. J'ai juste deux petites questions et une observation. La première, c'est sur justement l'analyse, le savoir. Parce qu'à un moment donné, il dit le devoir de savoir de l'analyste. Le devoir. Il doit savoir. La question, c'est qu'est-ce qu'il doit savoir. Et après, il dit il suffit qu'il se pose. Plus question de savoir, là. Donc, c'est pas si... Tu as parlé, quand tu as parlé du savoir et de l'ignorance, de la doctrine-ignorance, mais si ça t'inspirait quelque chose. La deuxième remarque, c'est sur la singularité, tu l'as mis sur du côté de l'exception, c'est ça, mais aussi, peut-être, enfin, pour vérifier, du côté être nommé à. Ça j'ai trouvé, ça c'est très, enfin c'est nouveau quoi, c'est donc ça. Oui. Et voilà, et puis tu cites Lacan, mais donc l'amour sans bavure, c'est un amour sans bavardage. Je trouve ça un peu dommage. Oui, la question du savoir, c'est absolument à contrario de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est forcément le moyen d'action. Là, quand on parle à propos du jugement intime, d'une action qui se mêle au point du noyau de l'être. Donc il y a le terme d'action, il faut se mêler, donc il y a l'idée qu'il faut intervenir. Le cas, c'est pas seulement l'objectivation de comment quelqu'un était avant de venir, ça implique le croisement de l'un et l'autre. Le symptôme de l'un peut être avec le symptôme de l'autre. Alors, il y a comme position qui est absolument inédite dans l'histoire, c'est qu'on ne peut pas partir d'un savoir. Si on part de l'idée que chacun est nouveau. Chacun est nouveau, donc d'un côté on travaille le concept, mais au moment où on reçoit quelqu'un, il faut suspendre le savoir. On ne suspend pas seulement les certitudes de l'autre, mais on suspend son propre savoir. Au point que Lacan dit, il s'agit d'une position naïve. La position du naïf de l'analyste, c'est je ne comprends pas, expliquez-moi ça. Naïf, quelque part, il sait. Ce n'est pas celui qui est ignorant. Le naïf, il sait, mais d'une certaine façon, il faut qu'il fasse semblant de ne pas savoir. Mais c'est toute la question du désir averti. On parle la question de averti du côté du sujet, mais l'averti de l'analyste. Il y a une dimension d'averti
le cas est nouveau, mais en même temps, il se sert de l'expérience. Cette idée que l'expérience ne compte pour rien, moi, je ne crois pas trop. Peut-être parce que je commence à vieillir, donc je commence à croire à l'expérience. Mais je crois que l'expérience, ça fait partie de l'expérience analytique, mais à condition de la mettre en sourdine. Donc la question désir averti. Donc il y a un savoir, au point Lacan il a dit, c'est un savoir dont on ne peut pas s'en servir. Donc on fait des colloques, des journées, etc. Mais au moment où on rencontre quelqu'un, là, c'est la contingence. C'est nouveau. Oui, la question des noméas, c'est finalement c'est une nomination. Il y a quelque chose d'unique dans une nomination. Donc forcément, il y a une exception. D'ailleurs, déjà, Freud a fait ça. Quand il parle de l'homme au rat, il dit le rat, c'est, il l'a nommé. Il l'a nommé en quoi c'est une névrose obsessionnelle, mais exceptionnelle. Mais exceptionnelle au sens où elle fait exception à toutes les autres à cause de ce rat. Il y a Jonathan. Moi j'ai une question. Vous parliez du jugement impur de l'analyse, je crois que c'était ça le terme. Désir impur. Désir impur. Si le désir impur est le résultat d'un symptôme de l'analyste, l'analyste ayant lui-même dû faire une cure analytique pour devenir analyste, mais que le but de l'analyse est de guérir le symptôme. Non. Non. Attends, explique en quoi. Le but de l'analyse n'est pas de guérir le symptôme. C'est-à-dire, il est guéri, mais pas complètement. D'accord. Puisque symptôme, c'est aussi un petit peu, c'est ce qui est dit là, c'est l'identité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on va voir un analyste, la chose qu'on ne veut pas, c'est toucher aux symptômes. Donc du coup, on tombe sur un paradoxe. Par exemple, je ne peux pas venir vous voir parce qu'il faut traverser la rue, et donc je viens vous voir pour ça. C'est très, très typiquement ce que c'est le symptôme dans l'analyse. Alors évidemment, on peut penser qu'il va pouvoir traverser la rue. Mais au moins pour venir voir son analyste. Mais petite exception. Ça, comment dire, la nature du symptôme en elle-même, n'est-ce pas, elle résiste à ça, puisque c'est l'identité de chacun de nous. Ça, on va pas se débarrasser de notre identité. Donc on s'en débarrasse un peu de ce qui est gênant. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Ah bon? Qui est l'identité. Non, mais c'est dans ton livre, on trouve ça. Quand tu parles de ce choix d'une modalité de jouissance, il y a quelque chose qu'on aime moins dans ce déterminisme de ce qui a été ces symptômes du départ, mais qu'on puisse quand même arriver à la fin et pouvoir choisir un minimum syndical. C'est-à-dire une façon de jouir, de faire avec la sexualité. Et avec ses symptômes. Oui, mais disons que ça, on peut laisser un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut un long parcours d'une analyse pour que quelqu'un commence à consentir à l'idée qu'il est pour quelque chose dans ce qui se passe. Qu'il est pour quelque chose dans ses symptômes. Et que aussi il est pour quelque chose dans le fait qu'il ne se débarrasse pas de ses symptômes. Parce que s'il ne se débarrasse pas, c'est parce qu'ils ont une fonction. Il y a une fonction, disons-le comme ça, dans l'économie du sujet. Il y a quelque chose d'économique dans tout ça. Donc il ne se débarrasse pas de ça parce que ça a une fonction. Donc toute la question, c'est comment il peut venir occuper une autre fonction. Une fonction qui ne soit pas d'obstacle, qui soit pas d'embarras, mais que... Ni d'empêchement, ni de souffrance, ni de trop de masochisme. Hein? Oui. Voilà, donc on peut quand même aller un petit peu au-delà, je pense. Parce que quand tu reprends ça, que la psychanalyse
elle apprend sa valeur d'opérer sur les fantasmes. C'est qu'il faut savoir que sous les symptômes, il y a la position fantasmatique du sujet. Hein. Il a ces montages fantasmatiques. Bien sûr. Hein. C'est ça qui donne, on va dire, qui va construire les symptômes. Hein. Donc, est-ce que l'analyse, elle peut opérer? Est-ce qu'on peut aller au-delà du fantasme? Hein. Dans les cas de fétichisme, je n'ai jamais réussi de pousser plus loin. Hein. Mais, je veux dire, dans les cas des névroses, et même dans des cas de psychose, on peut attendre un petit peu mieux. Mais je dirais comme ça, mais... C'est-à-dire le fantasme, un peu comme disait Jean-Jacques, par rapport aux symptômes, le fantasme, ce que Lacan appelait le fantasme fondamental, oui. Au-delà de tous les fantasmes qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, quand on réduit tout ça à un épure, il y a quelque chose c'est ça que ça veut dire fondamental, c'est que toutes les histoires qu'on se raconte, ça peut se réduire en 2 phrases. C'est incroyable ça. Bon, mais on réduit tout ça en 2 phrases, mais ces deux phrases, on ne se débarrasse pas. Elles continuent à exister, elles continuent à conditionner, espérons, le moins possible, et surtout, je reprends le terme que tu as pris par rapport à la psychose, mais là qu'on l'utilise pour la névrose, il faut essayer de prendre un peu de distance. Ça paraît peu de choses, mais prendre des distances par rapport à ces symptômes et à ces fantasmes, c'est un bénéfice énorme. Bon, je crois qu'on a parlé énormément de choses. Merci d'être venu. Et merci à Chan. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Super. Merci, super. Bon, super, merci. Tu vois, on l'a lu. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est vrai. Très sérieusement. Très Tu nous sérieusement. as fait bosser. Hein. Très sérieusement. Et encore là, c'était un peu technique. Ça avait été très bien. Bonjour. Vous avez été formidable. Je dirais que ça vous a bien. Eh ben, ça dépend de Jean-Philippe parce que je ne peux pas le faire tout seul. C'est une bonne idée. J'ai pas fini, moi. Contrairement à Rado, en une journée. Ah ouais, moi j'ai pas fini non plus. Oui, en Rado. Moi, je sais pas. Est-ce qu'il dit vrai? Oui. Il a dit joliment. Mais... Il n'y aura pas de suite parce qu'il faut dont un bordel monumental. Michel Thomé, Voilà. Bon, non, parce que du coup, c'est un challenge. C'est de ça, lire une c'est, journée. Non, mais Ah oui, tout le monde va essayer de voir. Est-ce que j'arrive à le lire à mi-journée? J'ai lu plusieurs soirées. Si je ne lis pas à mi-journée, vous savez que je n'ai pas le délire de l'analyste. Voilà. Moi, la première chose que je fais, j'envoie un texto à Je vais lire le livre. de En une journée. Après votre expo, moi, je continue.